Je me débats comme une enragée, la terreur d'être démasquée s'ajoutant à celle d'être à un doigt de la mort. « Relâchez-moi » je hurle à plein poumon. « Relâchez-moi, ou le monstre m'insuturé vous arrachera la tête. Mon démon gardien me vengera, je vous le jure !» Mes vociférations sonnent comme celles d'une démente, mais les yeux de mon faucon s'écarquillent un peu plus. « Tu as rencontré Orfeo ?» murmure-t-il, abasourdi. Trempée de sueur, je cesse soudain de m'agiter. Parce que mes gesticulations ne servent à rien. Parce qu'entendre le nom du reclus pour la première fois me calme étrangement. « Orfeo ?» je répète, les lèvres tremblantes. « C'est ainsi qu'il s'appelle ?» Le grand écuyer se rassied lentement, posant la seringue d'arsenic à ses pieds. « C'est ainsi que je l'appelle », rectifie-t-il. « Avant moi, nul ne s'est soucié de lui donner un nom. Je l'ai trouvé une nuit dans la cour de la grande écurie, voilà 3 ans, trempé et terrorisé, sur le point de se faire déchiqueter par les chiens. Il poussait des grondements pathétiques et inarticulés, de sa bouche dépourvue de langue. Il avait dû s'échapper du laboratoire clandestin où il avait vu le jour, dans les faubourgs de Versailles, pour se traîner jusqu'à la grille. Depuis, je l'abrite secrètement au fond des caves de l'école. « Vous l'avez baptisé d'après Orphée ?» je murmure, me remémorant les métamorphoses d'Ovide. Du nom du plus grand poète de l'Antiquité. Car il a beau être muet, il est capable de tirer les sons les plus déchirants de son harmonica. Succédant à mes hurlements, le silence de la chambre de torture me semble plus assourdissant encore. Je me rappelle les accords poignants de la musique du reclus, résonnant sur les toits de la grande écurie. Je me souviens aussi du contact froid de sa poitrine contre ma peau, tandis qu'il m'emportait dans ses bras vers les profondeurs de l'école. C'était la froideur de la mort et des ténèbres. Quel genre de créature est Orfeo ? Je souffle. Une goule ? Les ténèbres seules ont enfanté les goules, tandis que des êtres humains ont modelé les ténèbres pour donner naissance à Orfeo. Dis-moi, toi qui sembles connaître ta mythologie sur le bout des doigts, sais-tu comment a terminé l'Orphée antique ? Déchiquetée par les bacchantes, les suivantes démentes du dieu Bacchus, jalouse de sa musique, je suggère. Le grand écuyer hoche gravement la tête. C'est exactement ce qu'est Orfeo. Un monstrueux Orphée recomposé. Un assemblage de fragments de cadavres déchiquetés, cousus les uns aux autres au mépris des lois les plus sacrées de la nature. J'ignore d'où proviennent les différents morceaux qui le constituent, et pourquoi ses créateurs n'ont pas jugé utile de le doter d'une langue. Mais son visage porte un tatouage de larmes au coin de l'œil. C'est le signe de reconnaissance des bandits napolitains infestant les bas-fonds de Paris. Voilà pourquoi je lui ai donné un nom italien. Cette monstrueuse hybridation est-elle l'œuvre des docteurs de la faculté ? Je demande, mue tant par la curiosité que par le besoin de gagner du temps. Non, si les inquisiteurs de la faculté avaient vent de son existence, ils l'enverraient aussitôt au bûcher. Ce sont des alchimistes de la Fronde qui ont créé cette abomination qu'est Orfeo. Ma respiration se bloque. Entendre le mot de Fronde dans la bouche du grand écuyer me suffoque. Mais je croyais que les frondeurs n'étaient que des rebelles incultes, dis-je. J'ai beau jouer les ignorantes, je ne peux m'empêcher de penser au laboratoire alchimique secret de mes parents. Y aurait-il mené d'autres activités que la création de bombes artisanales ? Se serait-il risqué à manipuler les ténèbres pour créer des abominations, eux aussi ? Non, je ne peux pas le croire. La Fronde est une hydre nébuleuse aux 1000 visages, marmonne mon faucon, songeur. Un fourre-tout de personnes et de groupes hétéroclites. Paysans et citadins, va-nu-pieds et bourgeois, roturiers et seigneurs. Leur apparente cohésion n'est qu'une illusion. Là où les frondeurs vertueux veulent abolir la Magna Vampiria, dans l'honnête espoir d'instaurer un monde meilleur, les frondeurs pervers désirent seulement conquérir le pouvoir et la vie éternelle. Ces derniers manipulent les ténèbres sans vergogne, tentant de percer le secret de la nature vampirique pour se l'approprier. Mais jusqu'à présent, dans leur tentative impie de recréer un vampire authentique, ils ne sont parvenus qu'à produire des ébauches ratées comme Orfeo. Les paroles de mon faucon me sidèrent. Les frondeurs vertueux, l'honnête espoir d'instaurer un monde meilleur. Est-ce vraiment le directeur de la grande écurie qui s'exprime ainsi ? Je n'en reviens pas.
Cet homme que je craignais entre tous, l'incarnation même de l'autorité royale à l'école, tient un discours qui pourrait le conduire droit au gibet. Il cligne des yeux, semblant reprendre soudain conscience de ma présence. Dis-moi plutôt, qui es-tu vraiment sous ta couverture de nobliote de province? Si j'ai une couverture, que dire de la vôtre? Je m'écrie, tremblante d'espoir. Le grand écuyer de France est dans le même camp que moi, celui de la justice. Montfaucon se lève brusquement, me dominant de toute sa hauteur. Sa tête furieuse auréolée par la lanterne chancelante au plafond. La justice est le mot le plus dangereux du monde, car chacun la définit à sa guise, vocifère-t-il d'une voix de démon. Que de massacres a-t-on perpétrés en son nom? Et quel fleuve de sang mes aïeux ont-ils fait couler pour étancher son gosier à jamais assoiffé? Nous, les Montfaucon, les bourreaux maudits de l'immuable, nous avons décapité, écartelé, écorché, éviscéré le peuple de France pendant des siècles. Dans le silence de mes nuits, il me semble que les âmes de toutes ces victimes viennent me demander des comptes. Son immense corps est pris d'un tremblement nerveux, comme s'il ployait soudain sous le poids des milliers d'exécutions pratiquées par sa terrible lignée. La fêlure de cet homme, la raison profonde de la bile jaune qui sourd de chaque pore de sa peau, c'est la culpabilité. J'ose espérer que cette dernière vient avec son revers lumineux, la possibilité d'une rédemption. Je vois que vous haïssez l'immuable, dis-je dans un souffle. Vous abhorrez ce que vos ancêtres ont fait pour lui complaire. Peut-être même que vous n'avez jamais utilisé tous ces instruments de torture vous-même, malgré vos discours intimidants. Montfaucon se rembrunit. Oh si, je les ai utilisés, gronde-t-il d'une voix sourde. Le sang des Montfaucon coule dans mes veines, et je porte en moi la malédiction de ma famille. Le besoin irrépressible de faire craquer des corps, de rompre des coups. Son visage se tord dans une grimace tourmentée, où la haine de ses origines le dispute à la jouissance sauvage de se vautrer dans la barbarie. La différence entre mes ancêtres et moi, c'est que j'ai réussi à canaliser mes pulsions meurtrières pour les diriger contre une cible bien précise. Vois-tu, je hais la chasse à courre, comme tout ce qui peut faire couler le sang des êtres vivants. C'est pourquoi j'ai particulièrement peu apprécié que tu me défies l'autre jour, alors que j'avais donné l'ordre d'arrêter de traquer ce cerf. En revanche, je pratique assidûment la chasse aux ghouls, ces vermines cannibales qui déterrent les os des morts dans les cimetières, qui s'attaquent aux pauvres mendiants dans les rues et qui volent les nourrissons dans les berceaux. Comment crois-tu que j'ai constitué cette collection de pattes parfaitement préservées que tu as vue dans mon bureau? Je frémis, en songeant aux créatures anthropophages qui ont dû être allongées sur le chevalet avant moi. Orphée aussi se nourrit de chair humaine, je rétorque. Vous avez prétendu avoir fait enlever les têtes de ces frondeurs auvergnats l'autre jour sur la grille, mais c'est un mensonge. Je sais que votre protégé les a emportés, pour les manger. Non, pas pour les manger, pour leur donner une sépulture. Une sépulture? La mémoire me revient du soin avec lequel le reclus avait arrangé les têtes défigurées par les corbeaux, leur rendant leur dignité. Je me rappelle comment il avait rempli leurs orbites creuses de jolis galets et recousu leurs plaies avec application. La nuit, j'arpente les cimetières de Versailles à la recherche de ghouls à exterminer, dit Montfaucon. Orféo passe derrière moi tel un chien fidèle, pour ramasser les os et les crânes dont les antres des ghouls sont jonchés. Vois-tu, mon protégé est incapable de parler le langage des êtres vivants, mais il comprend celui des choses mortes. Il les entend chanter leurs histoires, peut-être parce qu'il a lui-même été modelé à partir de cadavres. À nos retours de chasse, il polit et nettoie son macabre butin, rassemblant les restes dispersés d'un même corps ou d'une même famille. Puis il va les inhumer à nouveau pour l'éternité, dans des endroits connus de lui seul, où nul ghoul ne pourra jamais les exhumer. À en croire Montfaucon, les os rongés que j'avais vus sur la table du reclus, le premier soir de notre rencontre, ne portaient pas la marque de ses dents. Au contraire, il les avait emportés dans sa chambre pour réparer les outrages infligés par les ghouls. Les apparences peuvent être trompeuses, je murmure. En effet, et tu en as parfaitement joué pour infiltrer mon école.
Il décroche la lanterne au plafond et l'approche de moi pour mieux m'examiner. Les pans de sa longue perruque effleurant mon visage. « Qui es-tu » me demande-t-il à nouveau. « Et pourquoi veux-tu absolument concourir à la gorgée du roi ?» Je prends une inspiration profonde. Je sens que le moment est venu pour moi de convaincre cet être brisé que ma cause est bonne, de restaurer sa foi dans l'idée de justice, de le rallier à mon combat. « Je m'appelle Jeanne Froidelac », dis-je en expirant. L'immuable a fait massacrer ma famille. Les têtes sur la grille de l'école, c'étaient celles de mes parents et de mes frères. La bouche du grand écuyer s'arrondit de stupeur. « Toi, la fille de ces malheureux ?» L'ombre du remords assombrit sa face blême. « J'étais persuadé que le spectacle de leur tête tranchée te réjouissait. Quelle erreur de jugement j'ai commise. »« Ce spectacle m'a empli de rage !» dis-je, avec toute la véhémence que me permet la posture malcommode où me maintient le chevalet. Cette vision d'horreur a renforcé ma détermination, celle de me venger du tyran. Oui, vous m'avez bien entendu. Je suis venue à Versailles pour détruire l'immuable. Alors libérez-moi et laissez-moi accomplir mon destin. Un ricanement sans joie secoue l'échine voûtée de mon geôlier. Jeune inconsciente, seule la douleur du deuil peut inspirer une telle folie. C'est un projet stupide et suicidaire, voué à l'échec. Tu t'imaginais vraiment pouvoir venir à bout du plus puissant vampire de l'univers, à toi toute seule, une petite campagnarde sans expérience de la cour. Je serre les lèvres, déchirée entre l'envie de crier à mon faucon que je ne suis pas seule et le devoir de garder le secret. Et quand bien même tu réussirais à détruire l'immuable, en quoi cela améliorerait-il le sort du peuple ? Renchérit-il. Même si le roi disparaît, la vampiria demeurera. Un autre immortel prendra la place vacante sur le trône. Il secoue sa grosse tête emperruquée avec fatalisme. Non, vraiment. Ce n'est pas au palais que la révolte portera ses fruits. Ni ce soir, ni jamais. Tu vas rester attaché ici jusqu'à après-demain, quand la gorgée du roi sera passée. Vous ne pouvez pas faire ça. Les gens se demanderont où je me trouve. Tout le monde m'attend pour l'épreuve d'art martial. Il hausse les épaules. Ce ne sera pas la première fois que tu t'éclipses inopinément. Les courtisans mettront ça sur le compte de ton tempérament imprévisible. Ils se diront que tu as préféré fuir plutôt que d'affronter les naïs de Plumini en combat singulier. Elle sera nommée nouvelle écuyère du roi, par forfait de ta part. Vous me volez ma vengeance ! Je rugis, hors de moi. Non, je te sauve la vie. Je ne connaissais pas ta famille, ni les motivations qui les animaient, vertueuses ou perverses. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu peux mettre ta vie au service de la cause du peuple, de manière utile et réfléchie, et non dans une expédition hasardeuse vouée à l'échec. Il se redresse, comme pour mieux me jauger, afin d'estimer si je suis à la hauteur de la tâche qu'il ambitionne pour moi. Tu as de l'énergie et du courage à revendre, je te l'accorde. Tu pourrais les mettre à profit aux Amériques. Aux Amériques ? Je hoquette. Il opine du chef. Là-bas, dans les lointaines colonies, l'emprise de la Magna Vampiria n'est pas aussi ferme. C'est à l'ouest que se lèvera l'aurore, j'en ai la conviction. Non pas une rébellion obscure et éphémère, mais une révolution qui pourrait peut-être dissiper les ténèbres elles-mêmes. Ses yeux luisent entre ses mèches tombantes, comme s'il contemplait déjà cet horizon embrasé. Depuis des années, je profite de ma position pour jouer les intermédiaires entre les frondeurs des Amériques et ceux de la métropole que j'estime vraiment sincères. Je peux te dire qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Les Amériques, terre d'espoir. Je croirais entendre les paroles de ma pauvre Poppy. Je me souviens aussi des mystérieux événements de la Nouvelle-York, évoqués par Madame Thérèse. Quant à ce rêve mystique d'une aurore qui dissiperait les ténèbres, il me donne le vertige. Mon faucon raccroche la lanterne au plafond et saisit une lourde chaîne soudée au mur. Elle se termine par un épais arceau de fer qui l'attache à ma cheville droite, la verrouillant à l'aide d'une petite clé pendant à son trousseau. Alors seulement, il dénoue les cordages qui emprisonnent mes jambes et mes bras. Je me redresse et m'assieds sur le bord de la planche de bois, étirant mes membres ankylosés. « Pas la peine d'essayer de briser cette chaîne », m'avertit-il. « Elle est constituée des maillons les plus solides,
pour retenir les goules les plus féroces. Il pose un pichet d'eau et une miche de pain au coin du chevalet. Puis, du bout de sa botte, il pousse un seau rouillé près de moi. « Tiens, voilà de quoi te restaurer. Tu pourras utiliser le seau en guise de pot de chambre. Tâche de te reposer. Pour l'heure, il faut que je me rende au palais afin d'y représenter l'école pendant le rituel de la gorgée. Mais dès demain, j'arrangerai un convoi pour t'emmener au Havre, d'où tu embarqueras pour les Amériques. » Il s'apprête à tourner les talons, mais je ne peux pas le laisser partir comme ça. Je ne peux pas abandonner Tristan seul aux prises avec le roi. « Attendez !» je m'écrie. « Libérez-moi! Laissez-moi concourir à la gorgée comme il était prévu. Je vous promets que je ne ferai pas de vagues. »« Pas question !» rétorque-t-il, catégorique, réendossant déjà le costume de directeur de la grande écurie. « Par pitié, je vous en conjure !» Il sourcille. « Pourquoi tant d'empressement? La perspective d'aller aux Amériques ne t'enchante-t-elle pas? » Si, mais je voudrais revoir mes camarades une dernière fois avant de partir. Au moment où je prononce ces paroles, je me rends compte que j'en ai trop dit. Le large front ridé de mon faucon se contracte. Mon insistance a allumé la suspicion dans son esprit. « M'aurais-tu menti ?» marmonne-t-il. « Seriez-vous plusieurs à comploter ce régicide? As-tu des complices parmi les pensionnaires ?»« Non, je vous assure que non. » Je tente de le détromper. Mais il est trop tard. « Se pourrait-il que tu te sois ligué avec Takagari ou Castlecliff, les deux demoiselles avec lesquelles on t'a vu passer le plus de temps ?» s'interroge-t-il, tout en lissant fébrilement sa barbiche du bout de ses longs doigts. « Non, ces deux étrangères ne peuvent disposer des réseaux nécessaires pour monter une telle opération au palais. Restent les garçons, et notamment celui dont tu sembles t'être amouraché, la roncière. » Les yeux du grand écuyer s'écarquillent dans la pénombre. « Mais bien sûr !» s'exclame-t-il. « Le désistement de Thomas de Longue-Dune aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Hier, nous avons reçu un corbeau annonçant la mort de son père, terrassé dans son manoir des Landes par une crise cardiaque, aussi foudroyante qu'inattendue. Fils unique et seul héritier, le jeune Longue-Dune a dû quitter la compétition et même l'école pour aller prendre possession des terres familiales, laissant ainsi le champ libre à la roncière. Il faut que j'aille l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. »« Non !» je hurle, tirant sur ma lourde chaîne. « N'as-tu donc pas compris ce que je t'ai expliqué, petite sotte? Ce Laroncière semble aussi présomptueux que toi. Un indécrottable romantique, sans aucune conscience des réalités politiques. Un provincial débarqué de sa campagne qui croit pouvoir changer la face du monde en un seul coup d'éclat. Mais cet attentat précipité contre le roi ne changera rien du tout. C'est vous qui ne comprenez rien, vieux fou. Tristan se bat comme moi, comme mes parents, pour la liberté ou la mort. Je répète avec rage, avec hargne. Vous m'entendez? La liberté ou la mort. Un combat que vous êtes bien trop couard pour relever, avec vos vaporeux rêves d'Amérique qui ne sont que des excuses pour ne pas risquer votre peau. Et pendant ce temps, la soif des vampires augmente, la faculté prépare le doublement de la dîme. Je le sais, j'ai entendu des ursins en parler. Nous n'avons pas de temps à perdre. C'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, vous m'entendez? Ne gâchez pas cette occasion unique de renverser le tyran. Mais mon faucon ne m'écoute plus. Déjà, il se précipite sur la porte cloutée de la cellule. Il tourne fébrilement l'une des clés de son trousseau dans la serrure. Folle de panique, je saisis le premier objet qui me tombe sous la main, le pichet en étain, et je le projette droit sur lui. Avec toute la détresse d'avoir trahi le secret de Tristan. Avec toute l'acuité de mes années de maniement du lance-pierre. Le lourd récipient percute la nuque du grand écuyer dans un bruit sourd. Son corps de géant s'effondre au sol, dans un tremblement sismique. Pantelante, des cheveux pleins les yeux, j'aperçois la porte déverrouillée qui s'entr'ouvre en grinçant. Une ombre se tient sur le seuil, celle du reclus.